Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'LMTV pour cette émission Plus belle Massarde consacrée au patrimoine sartois. Et ce soir, mis sous les feux de la rampe, le village de Breil-sur-Mérise. Le temps est venu de vous présenter nos invités, puisque ce soir nous accueillons François Bruère, un peintre sartois et spécialiste des 24 heures. Fabrice Louvet, notre spécialiste patois. Bonsoir à tous. Didier Javel, organisateur du prochain festival du vin et de la gastronomie à Laigné-Saint-Gervais. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Marienne, notre spécialiste non pas du patois sartois, que dis-je, mais du patrimoine sartois. Et ce soir, vous vous êtes appesanti sur ce doux village du Breil-sur-Mérise, où il pleuvait. Ouais, même quand ces derniers jours. Il pleuvait, c'est vrai que par les temps qui courent. Mais néanmoins, par beau temps, il y a sûrement quand même des choses à voir. Patrimoine. Ouais. Et en plus du patrimoine classé au monument historique, on va commencer par ce que tous les Sartois connaissent, je pense, qui est le château de Pécheret, qui est situé vraiment à côté du domaine de Pécheret. Donc c'est un très joli château, un château qui était fortifié. On va s'avancer un petit peu sur les images et on va rejoindre un endroit où il y avait un pont-levis déjà, donc on avait une petite fortification. Mais c'est un château assez récent, il n'est pas, on va pas dire féodal, il est du 15e siècle, on va dire, il est à la fin du Moyen-Âge. Et donc ce château, évidemment, comme tous les châteaux, a été modifié avec les années. Mais ce château, on le doit à une famille qui est la famille Levaillé. Et cette famille Levaillé va être vraiment une famille qui va marquer la commune du Breil-sur-Mérise, puisque même l'église va être financée et construite par cette famille. Et donc, vous voyez déjà là où il y a le pont-levis, et puis cet effet forteresse où il y a cette grande porte, elle aussi, paraît-il, il y avait un pont-levis pour rentrer. Enfin bref, on est sur plusieurs périodes. C'est comme c'est la maison Ça me suffit, ça se construit sur plusieurs années, plusieurs décennies et centaines d'années même. Jusqu'au 19e, on va y faire des modifications. Donc c'est vraiment, quand on se tourne de l'autre côté, on a un côté un petit peu plutôt romantique, avec des références à l'architecture aussi bien de la Renaissance que de l'architecture du 18e, 17e, etc. Donc je vous conseille, si vous allez vous balader au zoo, n'oubliez pas d'aller vous balader à côté du château. Et puis à côté du château, il y a d'autres... C'est juste en face, tout à fait. C'est juste en face, vous faites le tour, n'hésitez pas. Il y a même dans les allées, vous rentrez. Vous voyez, il y a même un très gros bâtiment qui est une ancienne grange, une grande grange où il y a le restaurant aujourd'hui. On avait des gros bâtiments qui accompagnaient le château. Et puis, il y a un autre bâtiment qui est classé aussi depuis 1943, comme le château. Il y a des ruines de bâtiments, effectivement. Mais c'est surtout la fuie. La fuie qui est le pigeonnier. Et le pigeonnier, on va rentrer à l'intérieur parce que celui-ci, il reste tout. L'échelle qui tournait pour aller alimenter les 2000 petits trous de boulins où il y avait tous les pigeons. Donc 2000 trous de boulins, ça veut dire que le propriétaire était donc très riche et avait un très grand pouvoir. Ouais, c'est un signe et de donc richesse. voilà, c'est un signe de richesse. Et donc les petits trous de boulins où vivaient les pigeons. Alors je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a des pigeons qui viennent se nicher à l'intérieur. Et puis depuis que le Secours catholique a pris l'affaire en main, depuis 1967, donc évidemment des bâtiments ont été construits à côté. On a vu le bâtiment d'accueil du fameux domaine zoologique de Pécheret. Mais baladez-vous parce que vous allez voir, il y a de la signalétique qui est assez intéressante, qui vous raconte l'histoire de Pécheret. Donc n'hésitez pas, dès les beaux jours, à aller vous rendre à Pécheret. Je fais de la pub, j'ai aucun pourcentage sur le... Ensuite, on va se rendre dans le bourg, où là, on l'a vu tout à l'heure en première partie, l'église de Saint-Pierre, qui est inscrite au monument historique depuis 1984, c'est un petit peu plus récent. Mais là, on a une très belle église qui a été construite, la première en 1450, un incendie en 1543, et en 1543, il y a un certain, donc la famille Levaillé, que je vous disais, qui décide de reconstruire. Donc c'est François Levaillé, qui était donc châtelain à Pécheret, mais aussi il était chanoine de Notre-Dame de Paris. Et donc ce monsieur va mourir cette même année, l'année de l'incendie, et ça va être son frère Marin qui va prendre en charge la reconstruction de cette église et qui va financer l'église telle qu'elle est aujourd'hui. Et là, cette fois, depuis sa construction en 1543, eh bien, elle n'a pas bougé vraiment. Il n'y a pas eu grand-chose de plus. On a peut-être rajouté un orgue par-ci, par-là. Mais donc,
D'ailleurs, la date figure sur le pignon, 1543. Et on va rentrer à l'intérieur. Si vous regardez le clocher, vous levez les yeux déjà quand vous rentrez par le clocher. On se croirait dans le film d'Hitchcock. Là, ouais, c'est vrai. Ça monte là, vraiment avec l'escalier en bois. Et puis on va rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, on retrouve cette voûte en bois, en lambris. Et puis, vous allez voir, on retrouve la charpente de cette époque-là, avec toutes les sculptures. Et puis, il y a des choses assez amusantes. Si vous regardez bien, à chaque bout des poutres, vous allez trouver aussi des dragons. Alors, le magnifique voûte lambrissée peinte. Ouais. Et puis, des sculptures de dragons. Alors, il faisait un peu sombre quand on est allé, puisqu'il pleuvait. Et donc, on va retrouver, regardez, ces gueules de dragons ou de monstres qui se trouvent à l'intérieur. Et puis à l'intérieur, allez voir, parce qu'il y a des vitraux aussi. Bon, il y a évidemment du mobilier, comme dans toutes les églises, tableaux, sculptures. Et on a des vitraux. Alors, il y a des vitraux un petit peu contemporains, là, comme Jeanne d'Arc, mais il y en a d'autres qui sont vraiment contemporains, qui ont vraiment un charme. Là, c'est plus classique. On est donc début 20e. Et regardez ces vitraux. Il y en a toute une série qui sont un petit côté qui rappelle peut-être l'incendie de 1543. Mais vraiment, je trouve ça assez chouette. C'est assez chaleureux. Ouais, chaleureux. Donc n'hésitez pas à rentrer dans les couleurs de votre pull d'ailleurs. Voilà, toujours avec des couleurs chaudes. Et donc les couleurs sont chaudes. Et donc rentrer dans l'église, c'est pas mal. Et puis on va faire un petit tour dans le bourg ensuite, parce qu'il y a des maisons intéressantes. On a parlé des tisserands, effectivement, avec la fabrique, avec la fameuse toile du Breil. Et donc, on va se rendre à la mairie parce que c'est un gros bâtiment, donc après la guerre 1870, qui a été construit en 1875, qui a servi de mairie, d'école, etc., avec les salles d'école. Mais on a un beau patrimoine et si on regarde bien la façade de plus près, on s'aperçoit, comme dans tout ce secteur de la Sarthe, et on en parle depuis quelques semaines puisqu'on est dans ce secteur-là, c'est la présence de la brique. Brique sur les murs, tuiles aussi. Et donc, il y a des tas de bâtiments. Il y a un autre bâtiment à côté, où il n'y a pas de briques cette fois, mais on voit que c'est des grosses maisons bourgeoises. Et puis celle-ci. Alors celle-ci, évidemment, elle ne paye pas de mine comme ça, elle mérite une bonne restauration. Mais si on s'approche, on s'aperçoit que c'est la brique et la tuile qui dominent, tuile mécanique en haut. Et si on zoome sur la crête du toit, eh bien, on a encore une crête de fêtage, comme on les appelle, qui était vraiment un signe de richesse aussi, de détails, comme on ne sait plus trop faire aujourd'hui sur les maisons. Et donc, on les personnalisait, on leur donnait un peu d'élégance. Et on en retrouve surtout dans les stations balnéaires. Mais là, c'est une très belle crête de toit. On en trouve un petit peu encore au Mans, dans d'autres communes. Et puis, si on s'approche des ouvertures et fenêtres, on va s'apercevoir que là aussi, il y a un jeu de dessin avec de la brique un petit peu plus claire, jaune, et de la brique rouge. Regardez la porte, comment elle a été travaillée. On évite de regarder la porte en PVC, mais on regarde ce qui est autour, et autour, on a quand même un travail, vraiment un travail sur la tuile et sur la terre. Voilà. Et puis pour finir, je vous emmène voir un lavoir qui est restauré dans la commune, qui est assez sympa, qui a été vraiment maintenu. Et puis surtout, il y a eu tout un petit cours d'eau qui a été aménagé jusqu'à une pièce d'eau et jusqu'à un parc intéressant. Donc c'est toujours intéressant de parler du patrimoine, ce qu'on appelle vernaculaire, le petit patrimoine. Et donc on va se rendre dans le parc, mais là c'est pour la deuxième partie, c'est-à-dire pour le jeu. Eh bien oui, parce que malgré la grisaille, vous nous avez réchauffé un peu les cœurs, avec un petit coup de soleil. Puis, dans ce parc, mais il y a la fameuse énigme de Pascal. Voilà. Eh bien, dans ce parc, il y a une sculpture, dans ce fameux parc que je vous ai montré à l'instant. Et donc, dans le parc de cette commune, il y a une œuvre d'un sculpteur qui représente quelque chose. Et je vous propose, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le passage de la vie à la mort, solution A. B, le passage du XXe siècle au XXIe siècle, ce que pour représenter cette sculpture. En C, le passage des ténèbres à la lumière. Ou en D, le passage du franc à l'euro. Waouh! C'est relevé quand même là comme défi. C'est varié. C'est varié. Est-ce qu'on peut savoir à quelle date elle a été faite, cette sculpture? Au XXIe siècle. Ah, bon, c'est une bonne indication. Bon, allez, on se jette à l'eau. Une petite idée, François, par hasard, moi, je dirais, sûrement. Allez, le passage du franc à l'euro. Ouais. C'est contemporain. Moi, je me dirais la B, le passage du 20e au 21e. Et Didier? On est 4, on va prendre une réponse chacun. Je vais prendre le passage des ténèbres à la lumière. Ouais.
Ouais, moi je dirais l'euro aussi. Je plaide, on a parlé du quelque alors, chose de nouveau. Pascal, c'est assez surprenant, effectivement, c'est le passage du franc à l'euro. Ouais. Alors c'est assez bizarre dans une petite commune de la Sarthe de dire on va donner une œuvre à faire à un artiste pour parler du passage du franc à l'euro. Si on s'approche, regardez. C'est un peu le passage des ténèbres à la lumière. Il passe peut-être, de la vie à la mort, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais bref, la lumière peut-être. Oui, il y a un sacré contraste. Et puis c'est vraiment le passage aussi du XXe au XXIe siècle pour les pays européens. Donc voilà ce personnage qui traverse une pièce, 1 euro. Bon, super. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir de ce petit parc, c'est assez sympa. Aussi, ouais. Alors, un jour où il fait beau et où les arbres sont en fleurs, bien sûr. Un morceau de bravoure. D'ailleurs, on salue le travail de notre ami Étienne, parce que c'est vrai qu'il n'a pas travaillé dans des conditions faciles. Il pleuvait pour faire toutes ces images et filmer ce reportage sur le Breil-sur-Mérise. On a parlé de contraste. Merci, Pascal. On va forcément, là aussi, vivre un autre contraste, puisque dans votre bel apparat, mon cher Fabrice, les téléspectateurs l'auront deviné, vous êtes en tenue de sportif, qui plus est de footballeur, parce que là, ce soir, vous allez aborder un sujet assez inhabituel, on va dire. Brûlant et d'actualité. Eh bien vous êtes dans le vif, on va dire. Je ne vous parle pas de jeu ce soir, mais je vous parle de Juritsul. Jeu de balle, jeu de ballon, donc effectivement football. Comme vous le savez sûrement, ce soir, à 21h, au stade Marie-Marvin, au Mans, l'équipe de France féminine rencontre l'Islande dans le cadre de la Ligue des Nations 2024-2025. Et c'est un incompétent total en football qui vous en parle. Oui, j'ai jamais réussi à me dépatouiller avec un ballon dans les pieds, j'ai jamais rien compris aux règles du football. On a dire aux innocents les mains pleines, je ne sais pas ce que vous allez nous raconter. Mais moi je suis touché par le combat de ces femmes à poursuivre leur rêve de football, j'allais dire contre vents et marées et même contre hommes et préjugés. Et j'y ai vu un parallèle avec le patois, langue minoritaire, et l'union faisant la force, je me suis dit que ces deux-là pouvaient s'associer le temps d'un match. Et voilà donc à quoi pourrait ressembler cette association. Je vais vous demander, chez vous ou ici sur le plateau, si vous voulez, de fermer les yeux et d'imaginer que vous suivez le match, le match de ce soir, il n'est pas encore commencé, mais sur la radio LME-là. Tiens donc. Voilà, et c'est parti. Eh ben le bonjour tout. Ça qui est l'envoyé spécial de la radio LME en direct du stade de la Marie-Marvin au Mans, où les spectateurs tout peinturés s'apprêtant à regarder ce Juritsul de la Ligue des Nations dans Bain du Bru. C'est parti ben faux. L'Oxarouette, la soule pour la Melvin Mallard. Dame Saoui, la Melvin qui jofte de la patte et v'là la soule dans la cage. Déjà 1-0. Là, bonde-là. Restant de l'écune est tout jugé, et tout ragousti aussi. Les bieux ont vanquier trouvé le tourne. 43 secondes, ça qui a suffi à la joueuse de la Réunion qui est attaquante à nuit à Manchester United. L'Islande fait environ de réagir. Mais non, la zone de la Jostodir est sur la bord. À cette heure, c'est la Clara Matteo qui passe à la Sandy Baltimore. Oh là là là, la botte, elle est contrée par la joueuse de la Terkersi. Elle joue 1-0. C'est encore la Sandy Baltimore qui veut aboutir. Elle passe à la Grace Gayoro qui se rébelle. Pauvre elle, diable me brûle. Corps sur le poutio. Ah, bardado. Le temps est dépassé, il faut aligner le but. L'affaire est branlant dans le manche. Aïe, 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 c'est la Brinière d'Otir qui tire et non, la soule passe à côté du but. Score final 1-0 pour les Françaises. À la finition, les Islandaises sont déhuchées. Les pauvres, elles étaient en bain de la Saint-Jean. Enfin, bain de la peine pour Gueldelaine. C'était LME en direct du Mans. À vous les studios, à vous Bruno. Ah bah merci mon bon Fabrice, bravo, parce que c'était un numéro pas facile à faire, sur fond musical, et en plus là, vous nous avez pris des noms de joueuses existantes. Oui, existantes. Je ne sais pas si elles jouent encore. Et si le score va être validé tout à l'heure, parce que là, c'est de bon augure. Alors, là, vous avez pronostiqué 1-0, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, on a reconnu quelques mots de ci, de là. Ouais. La Borde notamment. Et puis peut-être que vous allez nous aiguiller un peu. Ouais, j'ai préparé quelques phrases que j'ai utilisées. Voilà. Je vous ai dit, les bieux ont vantier trouvé le tourne. Et ça, c'est après le but de Mallard.
Non, les bleus. Les bleus ont Ventier ou Vanquier vont certainement trouver le tourne, c'est le ratou, avec la joueuse Malard. À l'origine, la tourne, c'est la carte qu'on retourne sur le paquet de jeu qui donne l'atout, justement. Donc voilà. Deuxième phrase, l'affaire est branlant dans le manche. C'est au moment du penalty, ça. Il y a du mou dans la gauche un peu, non? C'est fébrile. Oui, c'est ça, c'est mal barré. Voilà, l'affaire prend mauvaise tournure, c'est être en difficulté quand l'affaire branle dans le manche. D'accord. Je vous ai dit aussi, les pauvres, elles étaient en bain de la Saint-Jean. Alors ça, si on ne le sait pas... Il y a le feu, il y a un rapport avec le feu. C'est après que le pénalty ait été raté, et donc le score reste à 1-0. Donc les pauvres, les Islandaises, elles sont déçues. D'accord. Voilà. Les feux de la Saint-Jean, c'est les feux au-dessus desquels on sautait au moment de la Saint-Jean, 21 Comme vous juin. y allez. Et c'était pour trouver... Enfin, c'était gage d'amour pour l'année à venir. Et donc là, c'est gage de déception. Et dernière phrase que j'ai dite aussi, c'est bain de la peine pour Gueule de laine. C'est beaucoup d'efforts pour peu de récompenses ou résultats. C'est exactement ça, ouais. Voilà. Super. Et voilà, c'était une première mondiale. Merci, cher reporter radio et télé en l'occurrence, parce que là, vous avez fait double emploi et vous avez mis l'eau à la bouche. Voilà, c'est ça. Un nouveau métier s'ouvre à moi, peut-être. Ouais. Merci, le numéro 10. En général, c'est le meneur de jeu. Ça nous rappelle la grande époque de Platini. Voilà, c'est l'heure de l'histoire du jour. Alors, on va rester dans l'histoire de la Sarthe, du patrimoine et du monde surcroît. La question, comment s'appelait le grand magasin inauguré en 1903 au 14 et 16 de la rue des Minimes au Mans? A, les Nouvelles Galeries. B, le Bon Marché. C, le Printemps. Voilà, on peut dire que l'immeuble existe toujours. Et c'est toujours écrit dessus. Et c'est toujours écrit dessus pour ceux qui, demain ou après, lèveront la tête. Exactement, Pascal. Ouais. Bon, une petite idée? Vous qui êtes quand même des Sartois, au moins d'adoption, mais si ce n'est Sartois d'origine. François? Nouvelle galerie, peut-être. Nouvelle galerie, Nouvelle galerie. Voilà, exactement, on ne peut rien vous cacher. C'était effectivement les nouvelles galeries. Il fallait répondre à la réponse A. Son architecture signée Aucher était résolument au goût du jour avec sa façade art déco, composée de poutrelles d'acier de la technologie Eiffel. C'est vrai que si vous regardez aujourd'hui encore, on voit que c'est quand même quelque chose d'assez historique. Il faisait 6 étages, en fait, ce grand building, dominait toute la rue des Minimes et les clients pouvaient accéder à une terrasse qui permettait de découvrir toute la ville du Mans. Voilà, c'était pour ta petite histoire du jour. Et sans transition, on va évoquer maintenant le fameux Salon des vins et de la gastronomie qui débute en cette fin de semaine, vendredi. C'est ça, Didier? C'est ça. Donc, la combienième édition? La 39e. Déjà. Déjà, oui. Et je dirais que la plus grande cave de la Sarthe ouvre vendredi jusqu'à dimanche soir, avec 69 exposants, producteurs de vignerons. Et 37 exposants, producteurs gastronomiques. Voilà, c'est encore plus que l'année. Vous êtes obligé de pousser les murs? Non, on garde la même surface parce que, pour des questions de logistique et de parking, autres. Donc, par contre, c'est à plus ou moins un exposant, ça reste identique. Didier, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une priorité donnée aux viticulteurs ou sartois Sartois, non, pas forcément sartois. Parce que de la région? Non, ils ont leur propre salon déjà sur le Mans, à la Ville des Pots ou ailleurs. Et donc nous, on essaie de faire découvrir d'autres vins de France. C'est vraiment que des vins français d'une part, et que des produits français d'ailleurs. Et on cherche par contre des petits vins cachés dans les 4 coins de la France. Là, donc, et là, cette année, vous avez déniché ou dégoté quelques... Oui, j'ai un Côte de Larzac qu'on n'avait pas, qui arrive là, et aussi un Côte Rôti, mais qui est déjà beaucoup... c'est connu, quoi. Hormis ça, non... d'une année sur l'autre, les producteurs reviennent. Quoi. Côté public, c'est quoi le type de public? Ce sont des amateurs, des particuliers, des professionnels, des gens qui viennent... Il y a les deux. En fait, l'année du Covid, on a récupéré beaucoup de professionnels. Parce qu'en fait, en 2020, on a fait le salon une semaine avant que tout soit bouclé. Et on a eu beaucoup d'appels de restaurateurs de la région, de Caen, de partout, qui nous appelaient savoir si le salon existait toujours. Donc, on a eu pas mal de professionnels.
des restaurateurs notamment. Et depuis, ils reviennent couramment. Et quand on parle de la gastronomie, c'est quoi la gastronomie? C'est vraiment en règle générale, il y a de tout? C'est typé fromage plus que peut-être? Il y a un peu de tout. On a du fromage, du miel sartois par contre. On a la confiture, la fée confiture, donc sartois également. Non, c'est assez varié. On a des olives, tout ce qui est charcuterie, fromage, chocolat. Tout ce qu'on peut... 13 000 spectateurs, c'est ça l'année dernière? À peine. On a fait un bon 12 000. Ce qui est la bonne moyenne. Quoi. Et côté vente, d'une année sur l'autre, c'est à la hausse? Je pense que le panier moyen doit être à la hausse. Quand on voit les exposants avec le sourire le vendredi soir, c'est que c'est bien parti. À propos de prix, il y a un petit tarif, bien évidemment. L'entrée n'est pas gratuite. Il y a quand même quelques euros. On part du principe qu'il y a beaucoup d'entrées offertes par les exposants à leurs clients. Donc, il y a 90%, c'est des entrées gratuites. Et ceux qui n'ont pas d'entrée, c'est 5 € à l'entrée. Voilà. Vendredi, le coup d'envoi, c'est à quelle heure? 10h du matin. 10h du matin. Et donc jusqu'à dimanche soir? Jusqu'à dimanche soir, 18h. Avec des animations, bien évidemment? Oui, des animations. Et puis, il y a la restauration locale sur place. On a un traiteur qui fait donc un repas complet, ou alors on a un espace dédié pour acheter une choucroute, des huîtres, des crêpes ou autres, pour déguster sur place. On l'a dit, c'est la 33e édition, 39e, pardon. 39e, Et c'est la première qui se déroule dans le cadre de la nouvelle commune de Laigné-Saint-Gervais aussi, avec son lot de bénévoles. On peut en parler peut-être? Oui, un coup de chapeau aux bénévoles, parce que sans eux, j'ai fait le point avant de venir, on est une petite centaine de bénévoles à travailler sur du lundi au lundi d'après, donc sur 8 jours. Alors beaucoup de jeunes retraités en semaine, mais le week-end aux entrées ou autres, pas mal de jeunes qui viennent. Sans qui la chose n'existerait pas. Pour ceux qui souhaitent s'y rendre, ça se déroule où? C'est au complexe sportif de Laigné-Saint-Gervais, donc en plein centre. Avec toutes les facilités pour se garer? Oui, on a mis en place tout un système de placeurs avec talkie-walkie. Dès qu'il y a une place qui se libère, on essaie d'optimiser au maximum, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ça s'est bien professionnalisé. Voilà, tout à fait. Bravo, merci Didier d'être passé nous voir pour parler de ce salon des vins de la gastronomie qui débute donc vendredi à Laigné-Saint-Gervais. Voilà, merci les amis pour cette deuxième partie d'émission sympathique en votre compagnie. On se retrouve quant à nous dans quelques instants pour la troisième partie avec François Bruère, notre sartois, peintre et artiste. À tout de suite.